OK. Eh bien, chers amis, je vous salue fraternellement dans le Seigneur et j'espère que à cette heure, vous vous portez bien et que vous êtes anxieux de savoir quel sera le résultat de notre réflexion. Alors, je veux profiter de cette occasion pour saluer Maman Twins qui nous rejoint aujourd'hui et que je vois pour la première fois en tout cas. Et puis, souhaiter la bienvenue à Josh, à, à Franz qui nous fera la présentation, à Marlène, une habituée, à Rosita Mancé et tous les autres qui nous rejoignent maintenant et à qui je souhaite non seulement la bienvenue, mais une bonne émission. Le thème d'aujourd'hui est un thème particulier que certains semblent découvrir, mais que d'autres connaissent, puisque nous allons parler de la vérité. Et la question qui m'a été posée plusieurs fois, mais pourquoi parler de la vérité si la vérité est fluctuante, si elle est plutôt adaptée à celui qui croit, ou plus simplement dans un monde bâti sur le mensonge où rien n'est sûr, est-ce que la vérité existe? Alors, j'ai beaucoup hésité à titrer le sujet La vérité existe-t-elle? Mais il m'a été plutôt suggéré de poser la question directement, qu'est-ce que la vérité? Alors, nous poserons la question à France, qui nous fera une petite présentation de 10 à 15 minutes. France, qu'est-ce que la vérité? Bonsoir à tous. Merci, Pasteur Roger, pour cette question. Et effectivement, c'est une question qui est essentielle parce que on parle tous de vérité et bien souvent, on ne se pose pas la question à savoir ce que c'est. Et c'est le but de notre présentation d'aujourd'hui, d'essayer de savoir ce que c'est que la vérité et de voir aussi est-ce que la vérité est accessible, c'est-à-dire est-ce qu'on peut la trouver dans le monde dans lequel nous vivons. Donc, nous allons donc parcourir ce sujet avec d'abord la définition d'un certain nombre de points qui sont essentiels pour comprendre ce qu'est la vérité. Donc, on va définir la vérité, on va définir la réalité, on va définir l'essence, parce que ces trois choses-là sont en interaction lorsqu'on cherche à déterminer ce qu'est la vérité. On va aussi voir comment la perception de la réalité peut jouer sur ce qu'on croit être la vérité. On parlera aussi de la manipulation par le biais des sens et du récit. Et on va aussi essayer de comprendre comment on peut combattre cette manipulation pour enfin accéder à la vérité. Avant de commencer, je vais faire quelques citations pour changer un petit peu des habitudes. Bon, ceux qui sont dans le christianisme, ils connaissent très bien ce verset de Jean chapitre 8, versets 31 et 32, où Jésus a dit aux Juifs, à ses disciples, pardon, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, on voit que déjà que la vérité a un côté libérateur. André Gide aussi a dit c'est souvent lorsqu'elle est la plus désagréable à entendre que la vérité est la plus utile à dire. Donc là aussi, on va voir que certaines vérités ne sont pas faciles à entendre, mais que pour ceux qui la connaissent, ils doivent se faire le devoir de la dire à ceux qui ne la connaissent pas, parce que c'est important, ça peut changer la vie des gens. Et comme il est dit dans le texte biblique plus haut, ça peut même libérer et affranchir d'autres personnes. Et Alexandra David-Néel a dit, la vérité apprise d'autrui est sans valeur, seule compte, seule est efficace la vérité que nous découvrons par nous-mêmes. Nous allons voir que la quête de vérité doit être une quête personnelle. Nous ne devons pas nous satisfaire de ce que les autres nous disent être la vérité. Nous verrons que nous devons faire un chemin personnel pour aller vers cette vérité.
Et on va finir par une citation d'Albert Einstein qui dit « Rien n'est plus proche du vrai que le faux ». Et on va voir qu'effectivement, aussi invraisemblable que ça puisse paraître, le faux est proche du vrai. C'est d'ailleurs ce qui permet aux manipulateurs de nous manipuler. Et on va voir comment on peut rendre le chemin entre le vrai et le faux beaucoup plus manifeste, de façon à ce qu'on puisse identifier facilement la vérité du mensonge. Donc, on va commencer par les définitions. Qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est ce à quoi l'esprit peut et doit donner son assentiment. Donc, c'est un rapport de conformité avec les faits. C'est-à-dire que quand on a un récit, la vérité, c'est lorsque ce récit-là est conforme aux faits, c'est-à-dire qu'il y a une cohérence. Donc, on va retenir le mot conformité, c'est un mot très important que l'on aura besoin de citer pendant cette présentation. On voit aussi le mot cohérence, hein, donc il doit y avoir une cohérence. La connaissance conforme au réel, ça c'est une autre définition de la vérité aussi. Donc on voit encore cette notion de conformité et donc par opposition à erreur, ignorance, mensonge, etc. La réalité, nous avons déjà fait une émission récemment sur le metaverse, sur la réalité virtuelle, réalité réelle, réalité augmentée. Je vous conseille de revoir cette vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vue. Donc, on voit qu'il existe plusieurs réalités. Nous, on va se baser sur la réalité réelle qui peut se définir comme le caractère de ce qui est réel, qui existe effectivement. Et donc, ce qui est réel, c'est ce qui existe par opposition à ce qui est imaginé, rêvé ou fictif. On aura besoin aussi comme notion les sens, parce que le sens est chacune des fonctions psychophysiologiques par lesquelles un organe reçoit les informations sur certains éléments du milieu extérieur de nature physique ou chimique. Donc, on a des sens, hein, la vue, l'audition, l'odorat, le goût, tout ça. Ce sont ces sens-là qui sont des capteurs, des récepteurs qui nous permettent d'agréger des informations sur la dite réalité. Donc, on voit que les sens sont donc essentiels parce que c'est eux qui vont nous amener les informations dont nous avons besoin pour percevoir la réalité. Et c'est de cette perception-là que nous pourrons tirer la conclusion de ce qui est vrai ou ce qui ne l'est pas. D'accord? Donc, la perception de la réalité, la question qu'on peut se poser, est-ce que la réalité est vraie? Tout le monde sera en mesure de répondre à cette question par une réponse positive, de dire oui, la réalité, elle est réelle. Mais on verra au cours de cette démonstration que ce n'est pas aussi facile que ça. On va donc analyser un premier sens qui nous permet de percevoir la réalité, c'est la vue. Nous avons deux yeux et pourtant, nous voyons qu'une seule image. Déjà, on peut se dire, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas double? Parce qu'on doit deux yeux, on devrait voir, quand on regarde une bouteille, on devrait voir deux bouteilles. Et la raison pour laquelle on ne voit pas double, c'est que le cerveau n'a pas pour objectif de nous retranscrire la réalité. Le cerveau nous retranscrit sa perception de la réalité. Donc, le cerveau reçoit les informations par le biais des capteurs et fait une représentation de ce qu'il reçoit. Donc, ce qu'il reçoit n'est pas forcément réel. Par exemple, avec l'image qui est à droite, vous avez l'impression que les traits que vous voyez ne sont pas parallèles. Votre cerveau vous dit qu'ils ne sont pas parallèles. Et pourtant, ils le sont. Donc, on voit que ce que l'on voit peut ne pas représenter la réalité. Notre perception d'un fait peut ne pas être vraie. Donc, on voit que ces traits-là ne sont pas parallèles alors que c'est faux, alors que c'est la réalité. On voit ce qu'on voit là, c'est pourtant réel, mais notre cerveau a converti cette image, nous a donné une perception
qui est fausse. Ça veut dire que nous devons faire attention à ce que nous voyons, parce que ce que nous voyons n'est pas tout le temps vrai. Ça va devenir encore plus manifeste avec l'exemple qui suit. Si on prend deux groupes de personnes, on demande au groupe 1 qu'est-ce qu'il voit sur l'image de gauche. Le groupe 1 va nous donner une réponse et on demande au groupe 2 de nous dire qu'est-ce qu'il voit sur l'image de droite. Le groupe 2 va nous donner une deuxième réponse. Et pourtant, les deux groupes regardaient la même chose. Le groupe 1 a vu un trait vertical et le groupe 2 a vu un rhinocéros. Et pourtant, les deux ont tout faux parce que chacun des deux groupes regardait la même chose. Le groupe 1 regardait une photo représentant, entre autres, un rhinocéros imprimé sur un papier de quelques millimètres, mais il le regardait de profil. D'accord? Et alors que le groupe 2 regardait cette photo. Mais le groupe 2 va dire qu'il voit un rhinocéros. Mais ce n'est pas un rhinocéros, c'est une photo. Sur la photo, il y a effectivement une représentation d'un rhinocéros. Il y a de l'eau, il y a la nature, la verdure et tout ça. Mais notre cerveau a interprété qu'il a vu un rhinocéros. Donc le cerveau a été conditionné parce qu'on a l'habitude de voir des photos et de commenter sur ce qu'il y a sur la photo. Quand on voit la photo de mamie, on dit c'est mamie. Non, c'est pas mamie, c'est la photo de mamie. Donc, ces petites interprétations peuvent causer un certain nombre de problèmes, comme on va le voir plus loin. Si on fait le même exercice, on demande à deux groupes de personnes quelle est la couleur de ces deux lunes. Évidemment, le groupe dira que la lune de gauche est jaune et la ligne de droite est bleue. Et pourtant, les deux lunes c'est exactement la même chose. Ce n'est pas des nuages jaunes qu'il y a sur la lune de gauche, ce n'est pas des nuages bleus qu'il y a sur la lune de droite, c'est exactement la même chose. C'est le contexte qui a changé. Le contexte, c'est le contour. On a mis deux contours autour des deux lunes et ça a permis de manipuler la perception et de donner deux réponses différentes à la même image. Donc, on voit que notre perception peut conduire à une manipulation parce que nous prenons en compte des contextes alors que notre cerveau n'est pas entraîné pour faire abstraction de ce contexte. On le voit ici. Si je demande à quelqu'un quelle est la taille de chacune de ces images, la personne va me dire que les images ont toutes la même taille parce qu'il n'y a pas de contexte. Mais si j'ajoute un contexte, le cerveau sera automatiquement manipulé et nous dira que l'image du fond est plus grosse que l'image, la statue du fond est plus grosse que la première statue, alors qu'elles ont toutes la même taille. Donc, la perception de la réalité peut être altérée en modifiant le contexte. Donc, celui qui veut vous manipuler, il va donc modifier le contexte pour vous induire en erreur. Et l'erreur n'est pas la vérité. On va maintenant faire un peu de neurosciences pour comprendre la perception de la vérité et la manipulation. Donc, quelques notions en neurosciences. Donc, c'est la science qui étudie le fonctionnement du cerveau. Il faut savoir que le cerveau considère comme vrai tout ce qui est réel. Donc, à partir du moment où il voit que c'est réel, il voit quelque chose, donc il le considère comme vrai. Donc, c'est un piège à éviter parce que tout ce qui est réel n'est pas forcément vrai, comme on vient de le voir, et on le verra encore de manière plus explicite plus tard. Notre perception de la réalité dépend de notre point de vue. Le cerveau aussi se fie toujours à la première impression. Donc, c'est pour des questions de survie. Le cerveau, il a un impératif de performance.
Donc, quand il a une première impression, il crée son réseau de neurones et il se base sur cette première impression pour interpréter les autres événements qui sont de même nature. Donc, évidemment, si la première impression a été bonne, était basée sur la réalité, donc on aura un comportement cohérent. Mais si la première impression était mauvaise, là aussi, on peut avoir un comportement incohérent. Donc, il est important de se remettre en question et de se demander est-ce que notre première impression, elle a été bonne. Comme on va le voir, c'est pas si évident que ça. Donc, il faudra se faire violence. La manipulation consiste donc à conditionner la première impression en proposant un point de vue unique et en modifiant le contexte, etc. Donc, tout ce qui peut entraîner une mauvaise interprétation du réel peut être un sujet de manipulation. Donc, on doit être très vigilant par rapport à ça. Il faut aussi savoir que le cerveau préfère les récits qui excitent la zone de récompense. C'est-à-dire qu'il va développer une addiction au détriment de la vérité. Donc, si quand on dit à un enfant, le Père Noël existe, il apporte le cadeau le 25 décembre, donc là, l'enfant, s'il est gentil, il aura les cadeaux du Père Noël. Donc, c'est un récit qui excite la zone de récompense. Quand on va dire à cet enfant-là que le Père Noël n'existe pas, ben, il va poser plein de questions. Alors qu'il n'a pas posé de questions quand on lui a dit que le Père Noël apportait les cadeaux, etc., etc. Et donc, parce que ça excitait la zone de récompense. Donc, quand on vous donne un récit qui excite la zone de récompense, vous savez que ce récit-là, il est de nature à vous faire préférer ce récit-là à la vérité et donc de vous opposer une difficulté à vous défaire de ce récit-là, même s'il s'avère demain que ce récit-là n'est pas forcément la vérité. Quand on vous parle, par exemple, de réincarnation, de vie éternelle, de guérison miraculeuse, etc., eh bien, tout ça ce sont des choses qui excitent la zone de récompense. Donc, vous allez être plus prompt à croire à ce genre de récit qu'à la vérité, parce que c'est comme une drogue. L'addiction renforce le réseau de neurones, donc ce qui renforce la perception du mensonge comme vérité. Et donc, il va falloir qu'on analyse tout ça profondément pour pouvoir comprendre et éviter les biais cognitifs qui nous amèneront à préférer le mensonge à la vérité. L'expérimentation aussi n'est pas un gage absolu de vérité. Ce que l'on expérimente, c'est-à-dire les faits, hein, que voilà, on a une expérience, on peut croire que c'est la vérité. Ce n'est pas un gage absolu parce que cette expérimentation-là dépend du contexte et de notre conditionnement. Et donc, on doit faire très attention parce que on va expérimenter quelque chose, mais on va, comment dire, l'attribuer on va attribuer cette expérimentation-là à notre conditionnement. Par exemple, une personne qui est malade, euh, qui a prié et qui est guérie, va attribuer sa guérison à la divinité que la personne a prié. Alors, même s'ils sont 15 à souffrir de la même maladie, 15 à guérir et 15 à prier 15 divinités différentes, elles vont chacune attribuer assurément leur guérison à la divinité qu'ils ont priée. Et donc, ce sont aussi des choses que l'on doit analyser. Malheureusement, la présentation est trop courte. Je ne pourrai pas, dans la présentation, venir sur tous ces sujets de neurosciences, mais on pourra les aborder lors des questions et réponses parce que ces expérimentations-là, on bénéficie d'un conditionnement où la zone de récompense a été excitée et qui nous font attribuer chacun ce qui arrive à une certaine divinité, alors que dans notre vie de tous les jours, qu'on soit croyant ou pas, qu'on prie ou pas, il y a des miracles qui nous arrivent parce que notre corps
est bombardé par les agressions intérieures et extérieures de virus et de microbes, etc. Et il lutte et il obtient la victoire dans 99,99% des cas sans que nous en soyons conscients. Mais sur le 1 petit pourcent des cas où nous serons conscients, nous allons penser que c'est la force de notre volonté ou la grâce d'une divinité qui nous a permis de vaincre ce petit pourcent de maladies auxquelles nous sommes conscients qu'on a affrontées. Là, on va voir une petite vidéo qui montre comment notre cerveau peut être dupé. Ce que vous pensez là, vous allez peut-être penser que c'est un montage, mais ce n'est pas un montage. Ce que vous voyez là, c'est réel. Mais votre cerveau vous dit que c'est impossible. Parce que une boule ne peut pas monter, ne peut pas se diriger vers le haut. Et ce que vous voyez là, c'est réel et on va comprendre la manipulation. Comme vous avez pu le voir, ce que vous avez vu était bien réel. C'est l'interprétation que votre cerveau en a faite qui était fausse. Et donc, pour accéder à la vérité, il faut donc changer de point de vue, comme on le verra, faire le tour du sujet. Ce sont deux notions, ce sont des phrases qu'on entend souvent, mais dont on n'a pas analysé la portée. On entend toujours parler de point de vue et faire le tour du sujet. Et là, on a vu que si on n'avait pas fait le tour du sujet, on n'aurait pas pu changer de point de vue. Et si on n'a pas changé de point de vue, on n'aurait pas pu accéder à la vérité. La vérité, c'est que la boule ne monte pas, elle descend. Et là, du point de vue où on est actuellement là, il nous est impossible de comprendre que la boule descend et qu'elle ne monte pas, mais il faut donc un autre point de vue pour accéder à la vérité. Comment trouver la vérité? Ça, c'est une question importante. Comme on a vu, les faits sont indiscutables, mais les interprétations que nous faisons des faits sont subjectives. Donc, si on les confond, on oublie de vérifier le bien fondé des interprétations. Donc, on prend le risque de se mentir à soi-même et donc d'avoir tort alors qu'on est convaincu d'avoir raison parce qu'on est convaincu d'avoir observé des faits. Donc ça, c'est très important. Et donc, comme on peut le voir sur cette image, le point de vue, c'est quelque chose de fondamental pour accéder à la vérité. Sur l'image de gauche, on pourrait dire que, voilà, on a une girafe qui a deux têtes, mais parce que on regarde de ce point de vue-là. Si on regarde les animaux de derrière, on verra que ce sont deux animaux qui sont côte à côte. Idem pour l'image de droite. Ce n'est pas le crâne de la jeune fille qui se prolonge à l'infini, mais c'est qu'elle est juste pile poil dans un champ visuel qui permet de confondre le chemin qui est frayé dans le champ avec sa coiffure.
Et si on la regarde d'un autre point de vue, on aura une autre information qui nous permettra d'accéder à cette vérité. Donc, la recherche de la vérité demande de se faire avec une certaine méthodologie. La première chose à faire, c'est acquérir des conséquences. On ne peut pas, des connaissances, pardon. On ne peut pas dire qu'on cherche la vérité sans les connaissances nécessaires de la matière, des matières qui englobent les faits que nous sommes en train d'observer. Aucune discipline ne doit être négligée lorsque nous faisons la recherche de cette vérité. Parce que très souvent, nous faisons confiance. Mais comme nous voyons, notre propre cerveau peut nous induire en erreur. Alors, à plus forte raison, quelqu'un d'autre qui nous raconte un récit. Donc, nous devons, par nous-mêmes, accéder à cette vérité. Et pour accéder à cette vérité, nous devons avoir des connaissances. Récemment, je discutais avec un ami sur l'histoire de Nebuchadnezzar et de Daniel. Je lui ai demandé combien de récits est-ce qu'il a lu sur l'histoire de Daniel et de Nebuchadnezzar. Il m'a dit qu'il en a lu un seul, le récit de la Bible. Je lui ai dit, comment peux-tu être sûr d'accéder à la vérité en ne considérant qu'une seule source? Je lui ai dit, est-ce que tu sais que les Babyloniens ont écrit leur histoire aussi? Et qu'il y a des écrits sur Nebuchadnezzar, etc., etc. Il n'était pas au courant. Donc, pour accéder à la vérité, ça ne veut pas dire que l'histoire qui est racontée dans la Bible est forcément fausse, mais pour être sûr d'accéder à la vérité, on doit diversifier nos sources d'informations, acquérir de la connaissance et après vérifier, confronter le récit aux faits pour voir s'il y a conformité et pour pouvoir décider qu'on a accédé à la vérité. Et donc, on ne doit pas non plus négliger les autres points de vue. Comme on l'a vu, les autres points de vue sont des richesses qui permettent d'accéder à cette vérité. Quand on se cantonne à un seul point de vue, donc on se tire une balle dans le pied si on dit qu'on cherche la vérité. Et souvent, c'est ce qui se passe. On nous donne un point de vue au départ et on garde ce point de vue-là, on ne veut pas en changer et parce que les autres points de vue ont été diabolisés. Par exemple, pour la pandémie qui vient de passer, des scientifiques disaient que le vaccin est efficace à 99,5% contre la transmission, contre toutes sortes de choses. Il y a d'autres scientifiques qui avaient des points de vue divergents et on disait que c'était des anti-vax, c'était le diable, il ne fallait pas les écouter. Et on a vu à la fin qu'ils n'avaient pas si tort que ça. On a découvert que l'efficacité contre la transmission, tout ça était moyenne, voire quasi inexistante. Et donc, il faut donc prendre en compte les autres points de vue. Il ne faut pas empêcher aux gens d'étudier d'autres récits, d'étudier d'autres points de vue pour enrichir le constat qu'ils se font d'eux-mêmes sur le sujet afin de pouvoir déterminer si c'est la vérité ou pas. Et il y a un dernier combat qu'il faut faire, c'est un combat contre son conditionnement personnel. Il faut qu'on prenne conscience qu'on est soi-même conditionné depuis le plus jeune âge et que notre conditionnement déjà nous met dans une position qui peut nous conduire à l'erreur par rapport à la perception que nous avons d'un fait. Donc, quand nous sommes conscients de ce conditionnement, donc on va être beaucoup plus prudent avant de parvenir à une conclusion. Pourquoi je dis qu'il faut lutter contre son conditionnement? Parce que, on a parlé de réseau de neurones à plusieurs reprises ici, à la naissance, 50% du cerveau est déjà câblé. Donc, toute la partie de la gestion de l'organisme, de la survie, etc. Un bébé qui naît, il n'apprend pas comment téter. La maman ne lui fait pas une formation sur la tétée. Et tout de suite, il sait téter. Et donc, comment est-ce qu'il sait téter? Eh bien, c'est parce que dans son cerveau,
il y a des réseaux de neurones qui étaient déjà préprogrammés, qui sont prêts pour ça. Ses besoins primaires, pipi et tout ça, il sait faire tout ça. Le battement de son cœur, il n'a pas à apprendre comment ça fonctionne. Mais tout ça, c'est déjà câblé. Sur les 50% restants, on a 30% qui nous viennent de l'épigénétique, c'est-à-dire l'héritage de nos parents et de nos grands-parents. Donc, tout ça, ce sont aussi des conditionnements, d'accord? Et 40% des 50% restants, on les acquiert lors des 7 premières années. Donc, à l'âge de 7 ans, la majorité de notre cerveau est déjà câblé, conditionné, alors qu'on n'a même pas encore développé la capacité de jugement, etc. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas encore acquises et que le cerveau est déjà câblé en grande majorité. C'est ça le conditionnement. Et c'est pour ça que à partir de cet âge-là, rares sont les enfants qui vont devenir quelqu'un de différent de ce que leurs parents ou leurs grands-parents ont été. Au niveau par exemple, social, un enfant qui a vécu dans un environnement pauvre, 99% de chances de lui-même d'être pauvre parce que il est câblé pour être pauvre. Un enfant qui est riche, qui est né dans une famille riche, il a 99% de chances de devenir riche parce que son cerveau est câblé pour être riche. Un enfant qui naît musulman, il a 99% de chances de rester musulman parce que son cerveau est câblé pour rester musulman, de même pour le chrétien, etc. Donc, ce que nous sommes aujourd'hui n'est pas un hasard, c'est le fruit de notre conditionnement, mais notre conditionnement n'est pas forcément en harmonie avec la vérité. Donc, il y a 1 à 5% des gens qui vont sortir de leur condition, de la condition pour laquelle ils ont été programmés, et c'est grâce aux efforts qu'ils vont faire, grâce à leur capacité de se remettre en question et grâce à leur capacité de recherche de la vérité intrinsèque. Et on voit aussi que l'observation, tout comme l'expérimentation, comme on l'a dit, n'est pas suffisante pour comprendre et pour accéder à la vérité. On a l'exemple de 2 grands scientifiques, Newton et Einstein. Newton qui avait trouvé la théorie de la gravitation universelle grâce à son observation, et Einstein qui a été plus loin, qui a fait une autre théorie, qui a démenti l'interprétation que l'on peut faire de la théorie de Newton grâce à la formule qui décrit la distorsion de l'espace et du temps. Et d'un côté, selon Newton, c'est la masse c'est une force, donc c'est la masse qui régit le mouvement. Et Einstein nous dit que c'est l'énergie qui régit le mouvement à cause de la distorsion de l'espace et du temps. Donc, on voit que l'observation n'est pas suffisante. Donc, nous devons aussi développer notre capacité d'abstraction. Ça, c'est une capacité formidable qu'il y a dans le cerveau qui nous permet donc, sans voir des choses, sans pouvoir les expérimenter, de pouvoir les imaginer. Et donc, les lois d'Einstein n'ont pu être expérimentées que longtemps après, lorsqu'on a eu des télescopes, lorsqu'on a pu faire des voyages dans l'espace, etc., alors qu'il n'avait pas pu expérimenter ce genre de choses. Donc, ne nous contentons pas de l'observation, utilisons la pleine capacité d'abstraction de notre cerveau lorsque nous faisons cette quête de vérité. Donc, on a vu que la vérité, donc, elle se cherche par un certain nombre de protocoles. Hein, parmi eux, le fait de combattre notre conditionnement personnel qui nous empêche d'accéder à la vérité et aussi de faire le tour du sujet. Ce sont 2 termes que l'on entend souvent, comme je le disais. Faire le tour du sujet et les points de vue sont des notions fondamentales parce que c'est quand on réunit tous les points de vue
que l'on peut accéder à la vérité. Et on doit aussi savoir que la première impression n'est pas la bonne, même si le cerveau s'y attache fortement. Donc, nous devons aussi remettre en question la première impression que nous avons eue d'un sujet, d'un récit. Ça nous a paru logique, donc on va considérer tout le temps que c'est logique. Non, on doit remettre en question ces choses. La vérité ne se transmet pas, mais elle se découvre par soi-même, par la recherche méthodologique dont nous avons parlé plus loin. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Je suis prêt à répondre aux questions et à échanger. Alors, merci Franz pour cette excellente présentation, bien fondée, bien organisée. J'espère que nos internautes ont pris beaucoup de notes. Ils ont pu comprendre aussi le fond de cette présentation et qu'ils sont prêts maintenant à réagir et à apporter leur pierre. Et vous avez vu que la vérité est quelque chose d'aléatoire si on n'y fait pas attention. Alors, merci France pour cette présentation. Nous souhaitons la bienvenue à Laurence et nous allons lui donner en premier la parole après France pour qu'elle nous dise comment les internautes ont interprété cette présentation et éventuellement, est-ce qu'ils ont des questions ou des points de vue à apporter. Bonjour à tous, vraiment très très beau sujet Franz, il y a deux questions. Il y a une première question d'un internaute qui demande quelle est la vraie vérité? Y a-t-il une vraie vérité absolue? Voilà, de tous les points de vue, puisque tu as dit qu'il faut changer de point de vue pour connaître la vérité. Et il y a donc une petite réflexion de Jocelyn sur les réseaux. Quelle méthode le psychanalyste emploie sur le cerveau humain en thérapie concernant la vérité? Quelles sont les méthodes? Est-ce que tu les connaîtrais? Et puis, il y a John qui a répondu, la vérité est-elle un point de vue ou une exactitude? Merci Oui, Laurence pour ces questions. Nous remercions les internautes sur YouTube et sur le Zoom qui posent des questions très pertinentes. Alors, la question est posée à tous. Franz a la priorité sur les questions relatives à sa présentation. oui, effectivement, la vérité peut être manipulée. C'est pour ça qu'Einstein a dit qu'il n'y a rien de plus proche que du vrai que le faux. C'est-à-dire qu'il suffit de mettre une personne dans un point de vue et on change complètement l'interprétation. Vous avez vu sur l'animation, on avait l'impression que les boules montaient alors qu'elles descendaient. Donc, entre monter et descendre, il y a quand même une grande différence. Il suffit juste d'être positionné dans un point de vue et on n'a plus accès à cette vérité-là. Donc, la vérité, c'est que la boule, elle ne peut pas être attirée vers le haut, elle est toujours attirée vers le bas. Et nous, on voyait qu'elle montait. Et donc, cette vérité, elle est manipulée, effectivement, mais elle existe. Il y a une seule et vraie vérité, ce sont les faits. Mais par contre, pour accéder à cette vérité, il faut avoir fait le tour du sujet. Il ne faut pas se contenter du point de vue dans lequel on nous a imposé, on nous impose un point de vue et on ne bouge pas. Non, il faut faire le tour du sujet. C'est que lorsque l'on fait le tour du sujet que l'on peut accéder à cette vérité. Alors, avant de continuer, Franz, ce serait peut-être intéressant de s'attarder sur ce que tu viens de dire et en même temps sur cette interrogation de notre internaute. Il faut faire le tour du sujet. Est-ce qu'il est toujours possible de faire le tour d'un sujet? Parce que quand tu faisais ta présentation tout à l'heure et la petite vidéo, il m'est venu à l'esprit un fait qui a été rapporté par la télévision à plusieurs reprises dans un pays, je crois que c'est un pays d'Amérique du Sud ou d'Asie, où les véhicules ou certains objets, lorsqu'on les place dans une pente, ils remontent au lieu de descendre. Tout à l'heure, dans la vidéo, on a pu faire le tour
de la petite maison et se rendre compte que c'est une question de perspective. C'est la manière dont le toit a été coupé et présenté dans une certaine perspective qui nous donne l'impression que le toit est convexe ou concave. Et Voilà. dans ce cas-là, mais dans le cas que je viens de citer, où les objets remontent comme s'ils seraient attirés par un aimant, alors qu'ils auraient dû descendre, est-ce qu'on peut faire toujours le tour du sujet? Est-ce qu'on doit accepter la réalité telle qu'on la voit et telle qu'on la perçoit? Oui, il faut faire le tour du sujet. Justement, c'est là que ça devient intéressant parce que déjà, il y a beaucoup de personnes qui n'iront même pas voir par leurs propres yeux. Ils vont juste se satisfaire du récit. Le récit, on m'a apporté un récit, je l'accepte tel qu'il est on va débattre dessus. Non, il faut aller observer après, c'est dans l'observation que l'on va déterminer euh, euh, qu'est-ce qui permettait d'avoir cette sensation-là ou quelle force, s'il en existe une, qui était à l'origine du fait observé. Mais tant qu'on n'aura pas fait le tour du sujet, on ne peut pas dire qu'on a atteint la vérité. Si on accepte une information, un point de vue, mais on ne peut pas dire qu'on a atteint la vérité, on va dire qu'on a accepté une hypothèse. Georges a levé la main, nous allons lui permettre de réagir peut-être à ce qui a été dit dans un premier temps et nous passerons aux questions suivantes. Oui, merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Je suis un peu resté sur ma faim, compte tenu de la présentation de mon frère Franz, parce que je pense qu'il y a encore tellement de choses à dire sur le sujet, mais bon. Parce que, alors, je veux juste rebondir sur le fait de la première image qu'il avait montrée du rhinocéros. Et en fait, il m'a semblé que ce qu'il a voulu mis en lumière, c'est peut-être notre manière d'exprimer la réalité. Parce qu'effectivement, ce n'était pas un rhinocéros, mais l'image d'un rhinocéros. Et en cela, peut-être que notre manière d'exprimer les choses ne nous permet pas d'établir d'établir ou de rétablir le fait ou dans sa réalité. Ensuite, donc c'est juste une manière de s'exprimer, c'est du langage. Ensuite, sur l'image qu'il a montrée, est-ce que le fait d'avoir changé de point de vue a permis d'accéder à une autre réalité? On nous a montré une image sous un plan, et puis sous un point de vue, et puis on a changé le point de vue pour nous montrer que la perception que nous avions est simplement liée à notre point de vue. Mais est-ce que le changement de perception est-ce que c'est ça la vérité? C'est une vérité qui correspond pour moi à ce que celui qui a fait cette image a voulu démontrer. Mais je veux dire, la vérité, c'est quelque chose enfin, la vérité. Quand on dit la vérité, j'ai l'impression du coup de l'enfermer comme si on pouvait la détenir. Et pour moi, c'est quelque chose on ne peut pas enfermer la vérité. D'accord? Parce que ce que je pense, c'est que la vérité, c'est avant tout un principe. Un principe, et ce principe, pour pouvoir définir quelque chose comme étant une vérité, il faut qu'elle soit en lien avec son origine. Il n'y a pas de vérité, plus nous éloignons de l'origine de quelque chose, et plus nous nous éloignons de sa réalité conceptuelle, hein, ne serait-ce que et donc, plus nous nous éloignons de la vérité. La vérité, c'est quelque chose qui qui doit être en lien avec l'origine des choses. Oui, alors est-ce que la vérité, d'une manière générale, ou la recherche de la vérité ne fonctionne pas par comparaison? Est-ce qu'on arrive à une conclusion lorsqu'on compare deux éléments, deux faits qui paraissent identiques ou qui paraissent très proches?
Et la conclusion de cette comparaison, de cette analyse, est quelquefois liée à notre compréhension qui elle-même est limitée par notre connaissance. Parce que notre connaissance et notre compréhension sont deux éléments qui, quelquefois, peuvent nous placer dans un contexte totalement différent par rapport à ce que nous pourrions appeler la réalité. Mais alors, la question qui était posée, y a-t-il une vérité absolue? Si oui, quelle est-elle et où existe-t-elle et comment faire le tour de cette vérité pour se l'approprier? Ce serait en fait le complément de la question de l'internaute. Oui, évidemment, il y a une vérité absolue sur chaque question et elle peut ne pas être accessible à un moment M donné. Par exemple, est-ce que les extraterrestres, qu'il y a de la vie sur d'autres planètes? Il y a une vérité sur cette question, mais nous ne pouvons pas y répondre aujourd'hui parce que nous n'avons pas visité toutes les planètes. Tant qu'on n'aura pas visité toutes les planètes qui existent dans l'univers, on ne pourra pas dire qu'il n'y a pas de la vie sur les autres planètes. Et il suffit qu'on trouve la vie sur une planète et on pourra dire qu'il y a de la vie sur d'autres planètes. Et donc voilà, donc la vérité absolue, elle est accessible, mais elle n'est pas forcément accessible à n'importe quelle condition. Il faut se donner les moyens de la chercher. La vérité, l'accès à la vérité, effectivement, nécessite un investissement. Donc, ça doit être une cause. Donc, moi, est-ce que la vie sur les autres planètes n'est pas ma cause? C'est pas ma cause. Donc, je ne vais pas dépenser des milliards pour réfléchir au-dessus. Et comme je ne réfléchis pas sur cette question, je ne risque pas de trouver des idées. Mais les autres personnes qui réfléchissent sur cet aspect ont trouvé des idées. Par exemple, les trous de verre. Hein, un trou de verre peut permettre d'atteindre deux points de l'espace séparés par des milliards d'années-lumière en quelques secondes, par exemple. OK? Mais il faut savoir comment soit les créer, soit les trouver, etc. Donc là, c'est une autre recherche. Et ça, peut-être qu'en quelques années, même pas quelques décennies, mais en quelques années, on pourra trouver une solution. Il se pourrait que dans quelques mois, on trouve une matière qui permet de faire des télescopes, qui permettent d'observer des galaxies lointaines. À l'époque de l'esclavage, par exemple, si on disait à un être humain qu'on pouvait observer une étoile qui est à 10 années-lumière de nous, avec une résolution incroyable, on peut la photographier, tout le monde aurait dit, mais arrêtez, c'est impossible. Hein? Et maintenant, c'est possible. On a le télescope Webb qui nous donne des images incroyables des galaxies qui sont à plusieurs dizaines, voire centaines d'années-lumière de nous et qui permettent aussi de trouver des choses qui remettent en cause les théories qui étaient exprimées par les scientifiques avec le niveau de connaissance qui était les leurs par le passé. Donc, quand on veut atteindre la vérité, il ne faut pas partir du concept qu'elle est inaccessible, sinon on va pas faire les efforts qui mènent à accéder à cette vérité-là. Ben, si c'est une vérité qui est importante pour soi, on doit en faire la cause de sa vie. Et tant qu'on vit, on doit chercher. Et parce que quand on cherche, on n'a pas un calendrier de quand est-ce qu'on va trouver, mais on peut trouver à tout moment. Donc, il faut se donner les moyens de faire le tour du sujet. Et tant qu'on n'a pas fait le tour du sujet, on ne peut pas accepter une thèse comme étant la vérité, on doit l'accepter comme étant une hypothèse. Il y a Oncle Bin qui veut parler, nous allons lui donner la parole. Bonjour ou bonsoir pour tout le monde. Bon, moi, je suis à Paris, donc 19h45, il fait jour. Bienvenue. Bon, merci beaucoup, France, pour l'exposé, mais qui nous laisse à notre soif. C'est un sujet, je pense, très, très large. Mais ce qui m'intéressait beaucoup, c'est le lien entre la vérité ou réalité et la manipulation. Donc, pour l'aspect pratique de connaître la vérité.
ce qui peut nous aider à nous échapper de certaines manipulations. Je vais donner des exemples sur le Covid, sur ce qu'on voit à la télé et autres choses. Maintenant, je commence par ce point. Bon, j'ai compris ton avis sur la vérité. D'ailleurs, déjà sur la chaîne de Pasteur Guy Roger, c'est la vérité révélée. Donc là, j'ai déjà un problème à la fin de cette émission, puisque la religion, c'est un des points de manipulation mondiale, quelle que soit la religion. De Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Quelle est cette vérité? De deux, dans l'exposé, tu as montré que c'est celui qui connaît la vérité qui a l'obligation ou le devoir de la révéler, de la montrer aux autres. Est-ce que ça ne peut pas être un sujet de conflit, le fait de connaître la vérité? Puisque finalement, après investissement, après tous les processus de chercher la vérité, on estime qu'on connaît la vérité, bon, c'est encore un mot très lourd, et puis on constate que les autres n'ont pas cette vérité. Et on cherche à révéler la vérité. Est-ce que ça ne peut pas être un sujet de conflit, ou les conflits d'ailleurs entre les religions, les interprétations des livres saints comme la Bible et d'autres livres d'ailleurs? Voilà, est-ce que la vérité vraiment existe? Il m'arrive, moi, de dire peut-être la vérité, peut-être c'est Dieu. Alors, Voilà. la parole est à Tipo. Bonsoir, pasteur Guy Roger. Oui, ça va? Et bonsoir, tonton Kem. C'est pour moi un honneur de participer avec le pasteur Guy Roger. Tout le temps, je le dis à tonton Kem. Bah, d'accord, pour moi, en fait, en ce qui concerne la vérité, est-ce qu'il y a une vérité absolue? Il y a un philosophe grec pour pouvoir atteindre la vérité. Pour moi, je pense qu'il y a juste un seul moyen, une seule vérité. C'est la mort. Qu'importe les sujets qui viendront dans le monde, peu importe les théories qui arriveront dans le monde, on sait qu'il y a une seule vérité, c'est la mort. C'est que tout le monde mourra. Et pour atteindre la vérité absolue, il faut juste sortir de sa chair, de son corps, comme je pense que c'est Socrate qui le disait, je ne me rappelle plus, ça fait longtemps, ces gens-là. Donc, il faut sortir de sa chair pour pouvoir atteindre la vérité absolue. Donc, la vérité absolue, c'est la mort, et pour atteindre la vérité absolue, il faut juste mourir. Oui, alors cela voudrait dire qu'il nous suffirait maintenant de nous donner rendez-vous dans la mort pour faire une émission sur la vérité, peut-être. Mais alors, bon, vous avez bien compris, à Tipo, que c'était juste pour sourire, parce que dire que la seule vérité, c'est la mort, personne ne sait même ce qu'est la mort en réalité. Parce que sur la mort, il y a beaucoup de théories différentes. Il y a des gens qui vous disent que mourir, c'est passer d'un état à un autre, mais derrière la mort, il y a la vie. Une vie dans l'au-delà, une vie dans l'éther. Donc, faire l'expérience de la mort serait encore une autre expérience de recherche de la vérité. Tout à l'heure, Oncle Bin nous disait que est-ce que la vérité ne serait pas Dieu, tout simplement? Tout à l'heure, dans les exemples pris par France concernant ceux qui prient, il dit, vous priez n'importe quelle divinité et vous avez la conscience ou la confiance qu'elle vous a répondu alors que tous ont eu le même résultat. Mais est-ce que c'est prier un nom ou prier un être qui fait la différence dans la recherche d'un résultat que l'on pourrait appeler la vérité? Oui, alors les internautes ont bien sûr réagi à tout ce qui a été dit. Il y a un internaute sur le chat du Zoom qui demande si pour une question et après avoir examiné plusieurs sources, on découvre plusieurs opinions. Elles sont divergentes. Comment savoir si ce qu'on découvre, et parmi toutes ces différentes opinions, on a la vérité? Ça, c'est une première question. Il y a aussi une question de Jocelyn Miati qui nous dit, est-ce que l'herméneutique, c'est-à-dire cette capacité d'analyse des textes bibliques ou d'interprétation des signes, pour donner une définition de l'herméneutique, est-ce que l'herméneutique nous donne tous les moyens
pour comprendre la vérité biblique? Merci, Laurence, et merci aux internautes qui ont posé ces questions. J'aimerais répondre à Jocelyn Miati, que je connais très bien, qui est à Mornalo, je pense. Et j'aimerais donc le saluer, le prier de saluer toute sa famille. Alors, l'herméneutique, qui est une science, une sorte de posture par rapport dans le domaine de la théologie, se livre à l'interprétation, à la communication d'une certaine connaissance. Mais il y a un autre domaine, un autre secteur qui est l'exégèse, qui est plus exigeant puisque l'exégèse va dans le sens de ce que France nous disait, faire le tour de la question. On sait bien que lorsqu'on analyse un texte, on analyse tous ses contextes. Il y a le contexte étroit, il y a le contexte large, il y a aussi la géopolitique, il y a l'environnement du texte, il y a l'environnement sociologique, etc. L'exégèse, en tout cas, est un outil qui permet aux théologiens de faire le tour d'une question et d'arriver à une conclusion. Cette conclusion peut ne pas être une vérité, mais une étape vers la vérité, ou plus exactement, une démarche plus complète vers la découverte d'une autre perception des choses. Mais je conclurai par le même texte que Franz a pris en introduction. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le moment viendra où dans l'existence de chacun, le rendez-vous avec la vérité est pris et la connaissance de cette vérité permettra de se libérer d'une forme d'ignorance qui permettra d'évoluer et d'accentuer sa connaissance dans le domaine de la vérité.